est à féliciter pour son courage, sa bravoure, puisqu'elle est la seule dame parmi les prétendants à la magistrature suprême du pays. Nous recevons pour vous Aïdara Aïssata Cissé dite Château, la seule candidate à cette présidentielle. Sa vision du pays, son projet de société seront entre autres questions que nous allons aborder au cours de cette émission qui sera co-animée par Keita Fatoumata Sango de ADA. ADA, c'est une association de la société civile, c'est l'association pour le développement de l'Afrique qui va vous poser des questions sur les thématiques jeunes et puis genre. Également sur ce plateau, Monsieur Maïga de Réao Mali. Réao Mali, c'est le réseau de l'entreprise d'Afrique de l'Ouest, section Mali. Son point d'intérêt, son centre d'intérêt va être les questions économiques. Sur le plateau également Lanfia Sinaba de l'agence de presse Chine Nouvelle et également Abdoulaye Bari de Africable Télévision. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à suivre avec nous cet élément biographique qui brosse brièvement votre parcours et on se retrouve juste après. Aïdara Aïssata Cissé dite Château est la seule femme en lice pour la présidentielle de 2013. Elle est née le 26 juillet à Bourem. Elle y fera ses études primaires et secondaires jusqu'en 1978 et s'envole ensuite pour la France où elle obtiendra un diplôme en comptabilité, commerce et marketing. En 2010, elle rejoint le Parti pour le développement et la solidarité. Cependant, elle n'a pas été choisie pour le représenter. Aïdara Aïssata Cissé décide malgré tout de se présenter en tant que candidate de la société civile en soulignant qu'elle a toujours le soutien de son parti au niveau de la base et surtout l'appui des jeunes et des associations féminines qui ont appelé à sa candidature. Dans son programme, la promotion de la femme est l'une des priorités. Elle évoque notamment la parité homme-femme dans son gouvernement si elle est élue. En tant que femme politique et députée d'une région occupée par des groupes islamistes armés, Aïdara Aïssata Cissé s'est également fait connaître ces derniers mois au plan national, mais aussi international, par ses multiples interventions médiatiques contre les occupants. Elle avait notamment appelé la France et les États-Unis à intervenir militairement au Mali. Retour sur ce plateau. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question d'ordre personnel. Votre parcours fait penser peut-être que vous êtes une révoltée, une dame de fer, puisque vous avez été syndicaliste à Air Afrique. On vous connaît par cette pugnacité, une femme à poigne. Comment est-ce que vous vous qualifiez vous-même? Est-ce que vous êtes une dame de fer, une rebelle? Je suis juste une dame qui sait ce qu'elle veut. C'est vrai que j'ai été syndicaliste, pas seulement à Air Afrique. J'étais membre de l'Union nationale des travailleurs, de l'UNTM, pardon. Et j'étais secrétaire générale adjointe du syndicat national des travailleurs de tout le transport aérien affilié à l'UNTM. Et en tant que travailleur d'Air Afrique, effectivement, j'ai mené un combat qui peut penser que je suis rebelle, mais non, je n'aime pas l'injustice. Je me bats pour les sans-voix, je me bats pour les plus faibles, et je pense que c'est même ce qui m'a amené en politique. J'aime souvent le répéter, quand j'étais à Air Afrique, je me suis vraiment battue pour que les travailleurs puissent avoir leurs droits, surtout pour que la multinationale, qui est une compagnie africaine, disparaisse. Et rien n'y fait. Les politiques l'ont décidé ainsi, il n'y a plus d'Air Afrique. Donc, je vais désormais faire de la politique. Ok. Voilà. Et oui, Abdoulaye Bari, ensuite Lanfia Sinaba. Madame Aïdara, bonjour. Bonjour. Vos détracteurs pensent que votre candidature, c'est finalement pour embellir le décor. Vous serez face à 26 grands candidats. Ne craignez-vous pas de vous faire bouffer comme un gibier parmi les fauves? Pas du tout. Ceux qui le disent ne me connaissent peut-être pas. Moi, en général, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et je me donne tous les moyens pour l'obtenir. Donc, pour ceux qui suivent mes meetings, depuis que j'ai commencé, ils ont dû comprendre que ce n'est pas une candidature pour la forme. C'est bien une candidature d'une femme, mais une femme pas parce que je suis une femme, mais d'une femme, d'un être humain, d'un Malien ou d'une Malienne,
qui pense qu'elle peut prendre le pouvoir. Et c'est sûr, si Dieu le veut bien, je prendrai le pouvoir. Vous avez été beaucoup médiatisé lors de la crise que le pays a connue. Est-ce pour capitaliser cet engagement politique? Il y a peut-être un peu de ça, mais ça ne peut pas être le but principal. Non, ça ne peut pas être vraiment parce que j'ai été médiatisé, je dois être candidate. C'est parce que je sais que j'ai un projet de société pour le Mali. Je sais que je peux diriger le Mali. Je sais que je peux être la rupture dont le Mali a besoin. Ok. Donc, question entrée en matière toujours, oui, Lanfia. Ensuite, Madame Keïta. Dans le cadre des campagnes, vous avez eu à sillonner l'intérieur du pays, également à l'étranger. J'aimerais savoir comment a été perçue votre candidature par les Maliens et quel est le discours que vous prônez pour convaincre les gens, notamment les misogynes et les phallocrates qui estiment que le Mali n'est pas encore prêt pour recevoir une femme présidente de la République. Bon, contrairement à ce que les gens pensent, ma candidature a été très bien accueillie. Je viens de l'intérieur du pays, je viens de Gao, de Bourem, de Mopti. C'est des régions où il y a beaucoup plus de musulmans, pour ne pas dire qu'il n'y a que des musulmans. Mais si vous avez vu les images d'ailleurs sur le plateau d'Africa, vous verrez qu'il y a vraiment un engouement extraordinaire qui se dessine autour de ma candidature. D'accord. Keïta. Bonjour Madame Aïdara. Bonjour. Le jeune candidat a été là sur le plateau, il n'a pas échappé à mon compliment. Aujourd'hui, je vous vraiment félicite et vous encourage parce que je pense que toutes les femmes maliennes doivent être fières de cette candidature aujourd'hui. Et je souhaiterais savoir tout simplement, est-ce que la candidate, Madame Aïdara, n'a pas précipité sa candidature à l'occasion de la crise que nous avons connue récemment, durant laquelle vous êtes fait vraiment remarquer de manière, sans me répéter, remarquable? Je peux dire qu'il y a un peu de ça, parce que la crise que le Mali a connue m'a permis de sillonner beaucoup de pays pour dire des contre-vérités, et ça m'a permis de toucher du doigt les problèmes que le Mali traverse aujourd'hui. Donc c'est une des raisons, effectivement, je me suis dit que le Mali a failli disparaître sous les yeux, mais que, c'est triste à dire, les hommes politiques n'ont pas été là. Et moi, j'ai été là. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je ne cherche pas à briguer la magistrature suprême pour servir mon pays. Parce que j'ai senti vraiment que le Mali a besoin de courage politique pour être dirigé. Et ce courage politique, je l'incarne. Dernière question, entrée en matière. Madame, vous êtes candidate indépendante. On ne peut pas ne pas aborder votre passage au PDS, l'ancien parti au pouvoir. Vous auriez pu être candidate de ce parti, mais vous avez décidé d'y aller seul. On peut un tout petit peu savoir pourquoi? Oui, c'est pour confirmer qu'au Mali, il y a quand même une crise politique et que les partis politiques ne sont pas toujours cohérents. En tant que vice-présidente, parce que je vous apprends que je suis une des vice-présidentes du PDS, j'ai posé ma candidature au sein du parti. Et la règle n'a pas été bien jouée parce que mon président aussi était, le président du parti était candidat. Et ils ont voulu le faire passer de force. Et quand on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des problèmes et que les règles n'ont pas été respectées, il était premier et moi deuxième. Il s'est retiré, mais le parti n'a pas jugé nécessaire de me prendre comme candidate. Ça veut dire que quelque part, il y a un problème au niveau des partis politiques. Et c'est une crise politique qui est un peu partout. Effectivement, mon parti n'a pas voulu me prendre comme candidate. Et comme moi, en général, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et la constitution malienne me permettant d'être candidate indépendante. Surtout qu'il ne faut pas oublier que ma candidature a été suscitée par 187 associations de jeunes et toutes les ONG féminines qui sont au nombre qui regroupent 7000 et quelques associations. Donc moi je suis la candidate du peuple. Et je pense que c'est même une très bonne chose que je ne sois pas candidate d'un parti politique parce que je ne serai pas dans les combinaisons des politiciens. D'accord. On va à présent entrer dans le vif du sujet, votre projet de société, puisque cette émission, c'est pour que les Maliens puissent opérer le meilleur choix possible, pour que vous, candidate, vous puissiez décliner ici votre projet de société. Madame la Présidente, l'une des priorités du nouveau président élu du Mali, ce sera certainement la question du Nord. Un accord préliminaire a été signé le 18 juin dernier à Ouagadougou entre le gouvernement et les groupes armés du Nord.
un document qui doit être finalisé par un pouvoir élu, légitime, vous, au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez y apporter comme amendement, comme amélioration? Je pense que si moi je suis présidente du Mali, je n'ai pas besoin d'expliquer aux Maliens que j'ai la solution pour que le problème du Nord soit définitivement réglé. Au niveau de l'administration, ou je peux dire au niveau de tous ceux qui ont discuté jusqu'ici de ce problème, je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment d'autorité pour arrêter les rebelles. À chaque fois qu'il y a eu rébellion, il y a eu des primes au bout. Et c'est parce qu'il y a des primes au bout qu'il y a toujours la rébellion. Donc moi, si je suis élu, je pense que la première des choses que je vais faire, c'est de dire la vérité à ceux qui prennent les armes et leur dire qu'on est dans une démocratie. En démocratie, on n'a pas besoin de prendre les armes, on peut discuter et trouver une solution. Si avec le débat, si avec le dialogue, on ne trouve pas de solution, moi je promettrai que je vais mettre la force qu'il faut pour que ce problème-là soit définitivement réglé. Quelle sera votre attitude, madame, si vous êtes élu président de la République du Mali face à vos frères du MNLA? Parce qu'on a vu que parfois les débats étaient très houleux, très passionnés. Mais les gens pensent que j'ai un problème particulier avec le MNLA. Ce n'est pas du tout le cas. Je suis patriote, j'aime le Mali et je ne peux pas accepter que des bandits fassent du désordre dans mon pays, tout simplement. Je le dis tantôt, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour le dialogue, il y a un temps pour la paix. Aujourd'hui, on doit prôner la paix, on doit prôner le dialogue, on doit renforcer les structures qui existent déjà pour le dialogue. Et je l'ai dit encore une fois, le dialogue, il doit être inclusif. Le dialogue ne doit pas être seulement un dialogue entre les gens du Nord. Je ne peux pas parler de ce dialogue-là sans parler de développement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des rébellions, on nous dit que c'est parce qu'au Nord, il y a des problèmes de développement. C'est vrai qu'au Nord, il y a des problèmes de développement, mais il y a aussi des problèmes de développement au Sud. Donc il ne faudrait pas qu'une partie des Maliens ait l'impression qu'il n'y a que les Maliens du Nord qui ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes et pourtant le Sud n'a jamais pris les armes et pourtant les autres ethnies n'ont jamais pris les armes et ceux qui prennent les armes ne représentent pas les Touaregs en tant que tels. C'est une infime minorité des Touaregs qui prend les armes pour faire le désordre et même demain, je dirais que le MNLA a vraiment failli et que le MNLA doit maintenant s'arrêter, présenter des excuses au peuple malien pour que le dialogue puisse être effectif. Parce que jusqu'à présent, le MNLA continue à faire du désordre, notamment à Kidal. Abdoulaye Bari. À chaque fois qu'il y a eu rébellion en République du Mali, il y a eu des négociations avec des primes au bout. En 1963, le président Modibo Keïta a fait mater la rébellion, ce qui n'a pas été une solution pérenne, puisque 20 ans après, la rébellion est là. Pensez-vous que les questions de gouvernance, les questions de développement que certains groupes rebelles évoquent sont des faux problèmes finalement, vous qui êtes de la région nord du Mali? Mais je ne peux pas dire que c'est des faux problèmes. Il y a des vrais problèmes de développement. Mais ces problèmes de développement ne touchent pas que ceux qui prennent les armes. Ça touche aussi la majorité de ceux qui sont au nord Mali. Et comme je l'ai dit tantôt, ces problèmes de développement touchent aussi le sud. Seulement la différence entre le nord et le sud, c'est que le sud est favorisé par le climat et le nord est défavorisé par le climat. Donc, en partageant les ressources, il faut tenir compte de cet élément. C'est vrai qu'il y a une mauvaise gouvernance, il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai aussi que depuis un certain temps, quand même, il y a eu des efforts qui ont été faits et toutes les structures qui ont été mises en place sont dirigées par des Touaregs. Donc on ne peut pas nous parler de problèmes de Touareg ou de problèmes de Peul ou de problèmes de Soré ou de problèmes de Bambara. Il y a un problème de banditisme qu'il faut arrêter définitivement. Ok. Madame, le tissu social, la cohésion nationale, l'harmonie du pays sont aujourd'hui très très détériorés au niveau de la région de Kidal. À l'heure où nous parlons, il y a une partie de la population qui se trouve dans un camp parce qu'elle ne peut pas sortir et tout. Ça pose la problématique de la réconciliation dans cette région-là. Vous, qu'est-ce que vous proposez en termes de réconciliation nationale, sincère et vraie? Avant de proposer quelque chose, je vais d'abord faire un constat. Et pour ceux qui m'ont suivi sur les chaînes de télévision, tout ce qui est en train de se passer, je l'avais dit à Bruxelles quand je discutais avec la députée bulgare. J'avais dit que l'Occident était en train, et notamment la France, était en train de très mal gérer le problème du MNLA, et notamment avec les rebelles, les AQMI et tout ce que ça comporte comme terroristes.
ils étaient en train de mal le gérer. Et j'avais dit que l'Occident avait la possibilité de mater AQMI, de mater les terroristes, les narcotrafiquants, même le MNLA, d'arrêter tout ça. Mais s'ils ne prennent garde, ils risquent de nous amener vers une guerre civile et l'Occident n'aura jamais la possibilité d'arrêter une guerre civile. Et si on ne prend garde, c'est ce qui risque de se passer. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tantôt, ce qui est en train de se passer à Kidal, c'est qu'on est en train de tuer les Noirs, on est en train de traquer les Noirs, et les Noirs de leur côté sont en train de s'organiser. Nous sommes dans un dialogue. J'étais au Ghana pour rencontrer la communauté malienne, mais j'ai profité pour rencontrer les représentants de Gandakoy pour les calmer. Parce qu'eux aussi, ils ne peuvent pas accepter qu'on tue leurs frères de cette façon-là. Donc il y a urgence de dialogue, il y a urgence de réconciliation et il y a urgence que la France comprenne que leur position n'est pas une position qui arrange, en tout cas ce n'est pas une position claire de mon point de vue. Ce n'est pas une position claire parce que je ne peux pas comprendre que Serval soit là et qu'on tire sur des gens ou bien qu'on cantonne l'armée ou qu'on cantonne des Noirs et qu'ils ne disent rien. Ça, je ne peux pas le comprendre, ni pour Serval, ni pour l'AMISMA. Okay. Vous, au pouvoir, concrètement, quel discours allez-vous tenir? Puisqu'au Nord, il y a une sagesse qui dit que chaque Songo, il y a son mort, chaque Tamashek a son vice-versa. Est-ce que c'est possible de revenir? C'est vraiment joli tout ça. Est-ce que c'est possible de revenir à cette réalité au niveau du Nord après cette crise-là? Le tissu social s'est beaucoup dégradé. Mais moi, je pense que si on tient le langage de la vérité, c'est possible. Okay. C'est possible que les Maliens se retrouvent une fois qu'on aura montré aux bandits que le banditisme ne marche plus. Il faut être ferme, tout simplement. D'accord. Fatoumata Sango. Oui, Madame Maïdala, vous, une fois président de la République du Mali, est-ce que vous accepterez la proposition de certains qui proposent qu'on installe une base étrangère dans le septentrion malien, où vous allez plutôt faire jouer l'autorité du pays pour que plus jamais on ne fasse ce genre de proposition au Mali? Moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait une base étrangère. Je suis d'accord qu'il y ait vraiment une réforme de l'armée. Et je suis d'accord que l'armée joue son rôle et pleinement. Je suis d'accord que l'armée soit sur tous les territoires du Mali. Et pour ce faire, l'armée doit avoir les moyens qu'il faut, l'armée doit être formée et nous devons soutenir notre armée. La toute dernière question sur le Nord, Barry. Madame, avant le 18 juin, date de la signature des accords préliminaires de Ouagadougou, il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés à l'endroit de certains responsables de ces groupes rebelles du Nord. Pour vous, pour les crimes qui ont été commis dans le Nord, pour vous, cette réconciliation doit-elle avoir comme préalable la justice? Bien sûr qu'il faut la justice. C'est ce que je disais tantôt. Tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un. Je disais qu'il ne peut pas avoir de paix et de réconciliation sans justice. Donc ceux qui ont eu vraiment à commettre des crimes doivent répondre des crimes, de ces crimes-là. Et cette justice, moi, je la prône. Il faut la justice. Et vous avez dû le constater au niveau de l'Assemblée nationale. On a levé l'immunité des gens qui étaient incriminés. Ok. Madame, on va survoler votre projet de société au niveau des chapitres, notamment de l'agriculture, de l'éducation, de l'économie. Mais une petite parenthèse sur les événements du 22 mars 2012. Comment est-ce que vous avez perçu, vous avez accueilli ces événements-là? Comme tous les Maliens, comme tous les démocrates, j'ai très mal accueilli ces événements. Parce que si, après 20 ans, on doit aller dans un coup d'État, je pense que ce n'est pas du tout une bonne chose. Et vraiment, je l'ai très, très, très mal vécu. C'est déplorable, c'est dommage. Ça veut dire tout simplement que la démocratie malienne est encore. Quelle situation? Ce que j'aurais déjà, c'est d'avoir une démocratie, de faire en sorte qu'il y ait vraiment une vraie démocratie. Et je le dis tantôt, les partis politiques n'ont pas joué leur rôle. Les politiques aussi n'ont pas joué leur rôle. Il faut une vraie démocratie. S'il y a une vraie démocratie, il n'y a pas de raison qu'il y ait un coup d'État. Oui, vous dites que c'est un regret. Ce n'est pas l'avis du capitaine Amadou Aya Sanogo, l'auteur du coup d'État. Selon lui, tous ceux qui se plaignent du coup d'État trouvent leur compte avec ATT. Quel est votre commentaire à ce niveau? Ça n'engage que lui. Moi, je pense que personne, aucun démocrate ne peut être d'accord avec un coup d'État. Rien ne peut justifier un coup d'État. Je le dis, je le maintiens. Ok. À présent, votre projet de société, madame, on va commencer par la relance économique.
l'économie. Beaucoup d'entreprises sont à terre, des investisseurs sont partis. C'est vrai qu'en termes de coopération bi- et multilatérale, il y a des partenaires qui sont là. Mais vous, qu'est-ce que vous prévoyez pour le redémarrage économique du Mali, une fois au pouvoir? Ce que je prévois déjà, dans un premier temps, c'est de donner de l'emploi. Donner de l'emploi à la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse l'avenir du pays. Et ça, dans mon programme, c'est en bonne place. Je suis sûr que vous êtes pressé de me poser la question de savoir comment je vais faire. Mais j'ai décidé vraiment de donner de l'emploi à 500 000 jeunes. Ok. Monsieur Maïga, de Réao. Merci bien, madame. Tout le monde sait que pour donner de l'emploi, il faut créer de la richesse. Comment vous allez faire concrètement pour créer de la richesse? Mais pour créer de la richesse, moi je dirais que la richesse existe déjà. Peut-être que c'est mal reparti. On a de l'or, on a du coton, on a des bras, on a la pluie, on peut améliorer l'agriculture. Donc pour moi, il faut repartir les richesses, il faut renégocier les contrats des miniers, il faut faire l'audit des structures des sociétés minières. Donc la richesse, moi, de mon point de vue, elle existe, mais il y a une mauvaise gouvernance qu'il faut régler. Oui, tout le monde est d'accord avec nous que ce que vous venez de citer sont des productions de rente qui ne font pas le développement d'un pays de façon générale. Si je vous comprends bien, vous pensez que c'est possible que l'or, par exemple, brille pour tous les Maliens? C'est possible? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que l'or brille, juste pas pour tous les Maliens, parce que le Mali a de l'or, mais moi je reste convaincu que l'or ne profite pas aux Maliens comme il le faut. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'amélioration de l'accès des entreprises au marché? Et puis, les entreprises sont à terre. Vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises touristiques, je ne vous en dis pas plus, sont à terre. Les entreprises BTP sont à terre. Beaucoup d'autres entreprises, les entreprises artisanales sont aussi à terre. Je suis d'autant plus à l'aise que moi-même je suis opérateur économique. Donc effectivement, parlant des BTP, et c'est d'ailleurs valable pour beaucoup de domaines, mais parlant des BTP, si moi je suis élue présidente de la République, en tout cas aucun marché ne va être donné à un étranger qui ne va pas associer les Maliens. Parce que je pense que c'est ce qui a fait la force du Burkina. Aujourd'hui, on donne des marchés de milliards, mais les marchés sont toujours donnés aux autres, aux Chinois, aux Canadiens. Les Maliens sont là, ils n'ont pas de marché. Quand on pose la question, on nous répond toujours que non, 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 c'est parce que les entreprises maliennes n'ont pas beaucoup de moyens. Soit, mais il faudrait que l'État aide les entreprises maliennes à avoir les moyens. Et en attendant qu'ils aient les moyens, les entreprises qui viennent avec leurs moyens peuvent bien travailler en groupement avec eux. Et parlant du tourisme, effectivement, le tourisme est complètement à terre. Et aujourd'hui, on a une paix relative qui va être durable, en tout cas si moi je suis président de la République. Et le tourisme va reprendre de plus belle parce que, effectivement, le Mali a perdu tout ce qu'il faut sur ce plan. Le Mali a tout perdu. D'accord. Madame Keïta. Oui, Madame Aïdra, quelle est la place accordée dans votre programme à l'entrepreneuriat de la frange majoritaire de notre population? Je veux parler des femmes et des jeunes. Et comment comptez-vous favoriser leur entrepreneuriat? Je vais d'abord parler du fonds de garantie que j'ai décidé, si je suis président de la République, à mettre en place. Ce fonds de garantie permettra aux jeunes, aux femmes et à tous les bras valides d'avoir accès au crédit. D'avoir accès au crédit et à des taux importants. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que l'État ne s'implique pas suffisamment pour aider les entreprises à naître ou bien les entreprises à se développer. Et une fois que les entreprises sont développées, forcément, il y aura de l'emploi. Et en ce qui concerne les femmes, je prends la parité. Et la parité va commencer déjà par mon gouvernement. Président de la République, j'aurai un gouvernement de 20 membres, dont 10 hommes et 10 femmes. Même si elles ne sont pas compétentes, les femmes? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai toujours dit que je ne suis pas féministe. Je ne vais pas prendre une femme simplement parce que c'est un quota de femmes qu'il faut prendre. Je prendrai des femmes compétentes, c'est-à-dire à diplôme égal. Il n'y a pas de raison que dans un gouvernement, il y ait 18 hommes et 2 femmes. Mais je tiendrai compte de la compétence. Ok. Madame, vous avez dit tout à l'heure que dans votre projet de société, vous envisagez, n'est-ce pas, de créer, je ne sais pas, 500 000 emplois, 500 000? Oui, d'ailleurs qui a été repris tout de suite par d'autres candidats. 500 000 emplois, et puis
Vous avez dit qu'il faut redistribuer de façon équitable les ressources, n'est-ce pas, du pays. Les jeunes chômeurs assis à la maison qui suivent cette émission ne vous comprennent pas forcément. Vous allez créer, je ne sais pas, vous allez faire quoi? Oui, mais créer 500 000 emplois, c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui m'ont appelé au téléphone pour me dire mais 500 000 emplois à la fonction publique. Quand je parle de 500 000 emplois, ce n'est pas seulement au niveau de la fonction publique. L'emploi va être créé aussi dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche. Et dans mon programme, effectivement, j'ai prévu d'aménager 200 000 hectares. J'ai prévu aussi de faire vraiment la transparence totale en ce qui concerne les intrants. Parce qu'en ce qui concerne les intrants, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Et si moi je suis président de la République, je réglerai ce problème-là et de façon définitive. Donc, l'agriculture aussi, c'est l'emploi. L'artisanat, c'est l'emploi. Les artistes, c'est l'emploi. C'est tout ça que je vais mettre ensemble. Merci. Ils sont toujours par rapport à l'économie. La dernière sur l'économie. Sans problème. Ces dernières années, on parle beaucoup plus d'équité, de quotas. Vous dites que dans votre gouvernement, le quota il sera respecté. On constate que depuis, c'est des discours qu'on tient, mais sur le terrain, la réalité, elle est tout autre. Et sur ce point, de l'avis de certains spécialistes, il faut une indépendance. L'indépendance économique des femmes. À ce niveau, concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire? Quel est le discours que vous tenez pour convaincre vos compatriotes afin de voter pour vous? Mais je vous demande déjà, vous, de voter pour moi, comme ça vous verrez que ça ne va plus être un rêve, la parité. Si les Maliens votent pour moi, la parité ne va pas être un rêve. Et je vais exhorter aussi mes sœurs à s'engager politiquement. Parce que le tout n'est pas de mettre des quotas ou bien de prôner la parité. Il faudrait que les femmes elles-mêmes, elles s'engagent et qu'elles se fassent confiance. Parce que les femmes ont beaucoup de capacités. Mais il y en a, moi j'ai un exemple, une femme que j'ai voulu mettre comme maire sur une liste, elle me dit non, je préfère que tu mettes mon frère. J'ai dit pourquoi? Elle me dit oui, mais parce que bon, c'est mon frère, dans la famille, si je prends la place, ça peut créer des problèmes. Donc il faudrait que ces idées-là, on les enlève aussi de la tête. Mais en ce qui concerne l'indépendance économique, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont indépendantes sur le plan économique, qui se battent sur le plan économique et qui ont des résultats. Question agriculture, vous avez survolé tout à l'heure, vous avez fait cas de ces emplois que vous allez créer au niveau du secteur de l'agriculture. Au niveau de votre projet, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui tiennent compte de l'agriculture dans votre projet de société, au-delà de ces milliers d'emplois? Mais bien sûr que oui. J'ai parlé tantôt des terres que je vais, de 200 000 hectares que je vais aménager. Ça, c'est très important. Il y a les pluies provoquées pour les zones dans lesquelles il n'y a pas de pluie. Il y a aussi l'obtention des intrants qui est très important. Et moi, je travaille avec des spécialistes, comme je vous l'ai dit, et on a vraiment fait des études très poussées, on a contacté des gens, il y a vraiment la possibilité d'améliorer ce volet-là. Ok. Madame Keita, sur l'accès des femmes, il y a une question. Oui, Madame Aïdara, comme vous le savez, le secteur rural est très important dans notre pays, à l'instar de l'agriculture. Le secteur rural. Et en milieu rural, les femmes et les jeunes sont très importants, à l'instar aussi de l'ensemble du pays. Aujourd'hui, leur accès à la terre n'est pas du tout une réalité, loin de là. Qu'est-ce que vous comptez faire en la matière? Oui, mais ce que je compte faire, c'est qu'effectivement, dans mon programme, j'ai dit que les femmes vont avoir accès à la terre. Et les 200 000 hectares qui vont être aménagés vont être partagés équitablement entre les hommes et les femmes. Je le dis souvent, je suis triste de voir qu'il y a des femmes qui mettent la salade ou des trucs comme ça dans des terrains d'autrui. Et une fois que les gens ont besoin de leur terrain, ils les dégagent. Et c'est vraiment déplorable. Donc, moi, président de la République, je ferai tout pour que les femmes aient accès à la terre. Non pas seulement accès à la terre, mais même qu'elles aient accès au logement. Nous prenons les dernières questions sur le volet agriculture. D'abord avec M. Maïga. Monsieur Tangara, en fait, Madame Aïdara nous a dit qu'elle va créer 200 000 hectares de plus, aménager 200 000 hectares, qui, à mon sens, fera environ 50 000 emplois, à raison de 4 hectares par individu.
ce que je voudrais savoir, il a été mené beaucoup de politiques agricoles chez nous qui, au lieu de favoriser la création d'entreprises artisanales, du moins agricoles, tend à amener surtout les jeunes hors de la ville, les occuper pendant un moment donné, jeter de l'argent public qui vont revenir encore beaucoup plus chômeurs et avec beaucoup plus de difficultés encore pour l'État. Et question? Est-ce que, en tant que présidente de la République, quelle véritable politique d'appui pour l'émergence d'entreprises artisanales agricoles vous allez mettre en place? Mais la véritable politique que je vais mettre en place, c'est de créer des commissions de suivi, d'évaluation et de suivi dans le domaine de l'agriculture. Parce que l'agriculture est porteur et il faut le moderniser. Souvent, les jeunes n'aiment pas aller dans ce domaine parce qu'ils n'aiment pas aller cultiver. Mais si on le modernise, et avec le fonds de garantie dont j'ai parlé, on a la possibilité de commander des grosses machines pour moderniser l'agriculture. Et ça, c'est en bonne place aussi dans mon programme. Je sais qu'avec la modernisation de l'agriculture, les jeunes vont beaucoup plus s'intéresser à l'agriculture et ils vont être priorisés aussi. Okay. Aussi bien que les femmes. D'accord. Madame la Présidente, le Mali est un pays à vocation agro-silvo-pastorale, cela est vrai. Et aujourd'hui, à travers le secteur de l'élevage, il y a une sortie de devise. D'après les acteurs même du secteur, la filière lait, il y a aujourd'hui, en termes de sortie de devises, 20 milliards de francs CFA par an. Et leur ambition, au cours des 5 prochaines années, c'est de voir ce nombre diminuer de 5 milliards à 10 milliards, à défaut à 10 milliards. Est-ce que ceci-là peut vous compter sur vous si vous êtes élu président de la République du Mali? Et tout à fait, pour la bonne raison que moi je viens de Bourem et chez moi il n'y a que l'élevage et l'agriculture. Donc je connais très bien les difficultés et je sais aussi que c'est un domaine porteur et c'est un domaine pour lequel c'est vrai que l'État a fait des efforts, mais pas assez. Il y a beaucoup d'efforts qui peuvent être faits. Par exemple, pour l'aliment bétail, moi je peux confirmer, étant du Nord, que vraiment c'est un peu dans le désordre que c'est géré. Et puisque je connais le problème, c'est sûr que je vais être la solution pour que l'élevage aussi soit développé et que les Maliens puissent trouver leur compte. Il nous reste 3 autres thèmes à aborder, madame: éducation, santé, peut-être tourisme. Parlant éducation, qu'est-ce que votre projet de société réserve à ce domaine? Comment est-ce que vous voyez à l'éducation? Mais à l'éducation, ce que je prévois d'abord, c'est que le niveau des étudiants est très très bas. Et qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'il y a beaucoup de grèves. Il faut déjà trouver la solution pour que les grèves à répétition cessent. Et pour que les grèves à répétition cessent, il faut régler les revendications et des élèves et des enseignants. Parce qu'à chaque fois que les élèves rentrent en classe, c'est encore les enseignants qui sortent parce qu'eux aussi, ils ont des revendications. Donc moi, je pense que ça, c'est d'abord une priorité pour éviter les grèves à répétition. La formation est très, très importante. Je prévois de créer 3 instituts universitaires de technologie. Je prévois aussi de créer une école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel. Je prévois aussi la mise en place d'une académie de sciences. Ok, Fatoumata Keita, sur l'éducation. Oui, Mme Aïdara, vous conviendrez avec moi que le problème n'est pas uniquement au niveau de la qualité de l'éducation dans notre pays, mais il y a un réel divorce aujourd'hui entre le système de formation, l'adéquation, formation et le marché de l'emploi. Quelles seraient vos solutions concrètes pour qu'il y ait une véritable adéquation entre la formation et l'emploi? Mais entre la formation et l'emploi, moi je pense qu'avec les 3 points que je viens de citer, les écoles que je vais créer, c'est la solution que nous on a trouvée. En parlant de ça, on a trouvé cette solution-là et c'est viable. Ok. Madame
Je suppose, j'imagine que lors de vos meetings pendant cette campagne électorale, vous avez souvent été interpellé par rapport à la question de la santé, les soins de santé adéquats. Comment est-ce que vous abordez la thématique santé dans votre projet de société? Ben, je l'aborde en disant que on a mis en place au Mali un système qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le système par rapport à la prise en charge des malades. Dans mon programme de société, j'ai prévu de mettre une sécurité sociale, genre sécurité sociale universelle, qui prendra en compte aussi, pas seulement que les fonctionnaires, mais ceux qui sont dans le privé. Parce qu'effectivement, c'est une vraie catastrophe, le problème de santé au Mali. Il y a des CCRF qui ont été créés un peu partout, il y a des CESCOM qui ont été créés, mais il n'y a pas suffisamment de médicaments, il n'y a pas suffisamment d'hygiène. À ce niveau, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et dans mon projet de société, si je suis élu président de la République, je trouverai une solution pour que tous les Maliens, toutes les Maliennes puissent se soigner, surtout les femmes enceintes. Que les femmes enceintes puissent faire même gratuitement certaines échographies. Tout ça, c'est en bonne place dans mon programme. Et justement, on a vu que dans certaines contrées du Mali, jusqu'à présent, les femmes perdent la vie en donnant la vie. Voilà, comment est-ce que vous voyez tout cela? Ça, je peux vous le garantir, parce que vers Bamba, une fois j'étais en mission là-bas, il y a une femme qui a perdu la vie, effectivement, parce qu'il n'y avait pas d'ambulance pour l'amener du village au dispensaire à la maternité. Donc elle a perdu la vie, et je pense qu'à ce moment-là, moi je dois tout faire, et je ferai tout en tant que président de la République pour qu'il y ait suffisamment d'ambulances, pour qu'il y ait suffisamment de médicaments, pour qu'il y ait suffisamment de protection à ce niveau. Ok, Lamfia. Ensuite, Maïga. Le sentiment, c'est qu'elle éprouve face à de telles situations. Elle a déjà répondu. Donc c'est déjà répondu, alors on avance, monsieur Maïga. Merci. Madame Aïdara, vous conviendrez avec moi que ce que vous venez de dire, c'est du social. En fait, c'est vrai, notre structuration de la santé recherche du social, c'est vrai. Mais au-delà de cela, vous conviendrez avec moi aussi que le développement de la santé ne peut pas aller sans le développement du secteur privé en la matière. Quelle politique? Bien sûr, il y a un embryon de secteur privé dans le domaine de la santé. Quelle véritable politique allez-vous mener dans ce sens pour qu'il y ait une véritable promotion du secteur privé dans la santé, pour que vous, en tant que présidente, vous ne prendrez plus de billets pour aller vous faire soigner en France ou bien à Bruxelles? Mais le secteur privé de la santé a le même problème que le secteur privé dans d'autres domaines. C'est vrai qu'il y a suffisamment de ressources à ce niveau-là. Il y a suffisamment de ressources. L'État peut aider aussi le secteur privé à se développer. Et le secteur privé aussi doit être beaucoup plus professionnel. Parce que souvent, quand on va, par exemple, dans les hôpitaux, on est pris en charge beaucoup trop en retard. Mais quand on va dans le secteur privé, on est pris en charge tout de suite. Mais ce n'est pas sûr qu'on ait le traitement dont on a besoin tout de suite. Donc je pense qu'il faut aider le secteur privé, en même temps demander aussi au secteur privé d'être un peu plus professionnel pour prendre en charge les malades dès qu'ils arrivent. Ok, Madame Guetta. Madame Aïdara, présidente de la République, quelles sont vos solutions pour que nos diplômés de l'école de médecine n'augmentent pas en fait notre taux national de chômage d'une part, et surtout contribuent à régler tous les maux que nous connaissons aujourd'hui dans le secteur de la santé? Quelles sont vos solutions? Ma solution, c'est de mener une vraie politique pour embaucher les étudiants, enfin disons les gens qui sortent des écoles de médecine. Effectivement, il y a beaucoup de médecins qui sont là, qui traînent, pourtant le Mali a besoin de médecins. Donc ces médecins, il faut les prendre en compte. Ça va dans le domaine aussi ça va rejoindre les 500 000 emplois dont j'ai parlé. Donc je vais embaucher des médecins pour qu'ils ne soient pas toujours à la traîne, surtout que le Mali a besoin d'eux. Culture, tourisme, madame, avant de boucler l'émission et avant de vous demander de signer le livre d'or de l'émission Tourisme, le Mali regorge, madame, de sites touristiques classés patrimoine mondial de l'humanité. On sait que par le passé, vous avez eu à
vendre déjà l'image du Mali, que ce soit à travers l'agence de voyage, dont je ne vais pas citer le nom, et également sur d'autres terrains. Qu'est-ce que vous allez faire pour le redécollage touristique du Mali? Quel discours allez-vous tenir aux touristes de par le monde pour qu'ils commencent à revisiter le Mali? Est-ce que c'est possible qu'ils reviennent? Mais c'est possible que les touristes reviennent, mais il ne faut pas se voiler la face. Pour que les touristes reviennent, il faudrait quand même qu'il y ait la sécurité. C'est pourquoi la paix et la sécurité a une bonne place dans mon programme. On a beau parler, les gens ne peuvent pas venir s'ils savent qu'ils peuvent être pris en otage. En général, les touristes viennent de l'Occident. Mais au-delà de cela, il faudrait une vraie politique. Je vais prévoir une vraie politique pour qu'il y ait le tourisme sous-régional. Que le tourisme sous-régional aussi est possible. On avait fait un document, les agences de voyage avaient fait un document dans ce sens, et il y avait des pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui s'étaient retrouvés, les agences de tourisme s'étaient retrouvées pour voir comment, dès que les problèmes ont commencé, que l'Occident a commencé à dire non, nous on a peur d'être enlevés, on ne vient pas, on s'est dit bon, il faudrait qu'on ait une politique sous-régionale et qu'on ait même une politique nationale. Qu'on ait une politique nationale de sorte que les Maliens eux-mêmes aient envie d'aller par exemple à Tombouctou, d'aller à Kidal, d'aller à Gao, d'aller à Ségou, d'aller à Sikasso pour faire du tourisme. Donc cette politique, je vais l'améliorer. D'accord, madame, nous sommes à quelques jours de la tenue du premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous adresser face à la caméra, à vos militants, à vos sympathisants. Quel est ce soir votre message à leur endroit? Mon message à leur endroit, c'est de leur dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe de président. On a besoin de rupture, on a besoin de changement, on a besoin de développement, on a besoin de courage politique. Et je demanderai à tous ceux qui me regardent de voter pour moi. J'ai le courage, j'ai la volonté, j'ai l'amour de ma patrie. Et moi, président de la République, je réglerai beaucoup de problèmes et le Mali sera vraiment protégé. Ok. Voilà. On va juste vous demander de signer le livre d'or de l'émission qui va donc symboliser votre passage sur ce plateau. Quelques mots que nous, on va restituer plus tard, tout de suite, aux téléspectateurs, madame. Signature de la présidence. Tout à fait. Ok. Merci, madame. Les mots de madame Aïdara Aïssata Sissédite Chateau, candidate à la présidentielle. J'ai été très heureuse de participer à cette émission et félicite Africable pour m'avoir donné l'occasion de m'adresser à mes compatriotes. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur ce plateau. C'est signé madame Aïdara Aïssata Chateau, candidate à l'élection présidentielle du Mali, avec l'espoir que vos militants ont su quoi retenir de cette émission et voteront massivement Aïdara Aïssata Sissé